Grâce à M. Vittas, il y a beaucoup de documentation sur l'ESA, sur les missions ESA, sur la mission JUICE, il y a des posters, il y avait aussi de la doc sur Mars, Insight, ça y est, il n'y en a plus. Bon. Ah oui, bah, c'est comme tout, il faut se dépêcher. Hein. Donc, il y a des autocollants, il y a des cartes, tout doit disparaître, c'est comme au Monoprix. J'espère que vous n'avez pas eu trop de problèmes pour venir. Si, il y en a eu. Bon, tant pis. On va essayer de survivre. Je peux me mettre à côté, là, il y a une place. Maria, oui. Entre les deux, il y a une place là, oui. Oui, au milieu, ben, fais le tour là. Alors, l'image que vous voyez là en bas à gauche, c'est la sonde Mars Insight qui s'est posée il y a quelques semaines sur Mars. J'espère que vous avez été nombreux à assister à cet atterrissage en direct à la Cité des Sciences. L'auditorium était plein et je crois que le grand hall était pas mal rempli. Bon, il y a eu des petits problèmes de réservation. Enfin, eux, ils sont 50 et ils ne sont pas arrivés. Moi, je suis tout seul et j'arrive à faire des réservations. C'est juste une remarque. Mais ça s'est très bien passé pour ça. La sonde est bien atterrie. Et aux dernières nouvelles, vous voyez en bas à gauche un selfie de la sonde. Vous voyez au premier plan le sismomètre et en blanc le capot qui devrait être posé par-dessus. On a examiné le sol que vous voyez ici. On a fait un montage de tout un tas de photos du sol. Donc on a fait un panorama. Parce que vous savez que le sismomètre doit être posé sur un endroit plat, absent de cailloux, enfin dans un endroit idéalement plat, aucune rugosité, etc. Donc ils sont en train de déterminer l'endroit où on va pouvoir poser le sismomètre et ça devrait être dans la zone délimitée par les arcs de cercle bleus, d'après ce que j'ai compris. C'est quelque chose qui devrait se produire avant la fin de l'année. Donc on vous tiendra au courant. Alors je vous rappelle juste que sur le présentoir, il y a aussi un petit bout de papier pour, si ça vous intéresse, pour la souscription du bouquin d'Olivier de Goursac, grand spécialiste des missions Apollo, et surtout grand traiteur d'images. La NASA l'avait missionné pour traiter tous les panoramas pris par les missions Apollo. Et il nous propose en souscription donc un résumé de toutes ces missions Apollo dans un livre assez luxueux avec un prix de souscription de 25 € ou 35 si ça vous intéresse
La publicité est là. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Olivier viendra d'ailleurs participer à une table ronde à la fin de l'année, à la fin de la saison, donc au mois de juin prochain. On va organiser une table ronde justement à propos des missions d'Apollo. Qu'est-ce qu'on a appris en allant sur la Lune et pourquoi on n'est pas capable d'y retourner. Et si on voulait y retourner, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et on va s'apercevoir que c'est pas évident tout ça. On va encore attendre quelques minutes. Il n'est pas arrivé, Laurent. C'est bon? Bon, eh bien, on va commencer, il est 7 heures. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Pierre Marchal, je suis de la Société astronomique de France et j'organise ces conférences mensuelles le deuxième vendredi de chaque mois. Comme vous le savez, ça se passe ici à Télécom jusqu'au mois de juin. Après, on ne sait pas encore. Mais j'espère la prochaine fois avoir des nouvelles intéressantes. On verra. Je vous remonte cette photo, notre dernière mission à la Cité des Sciences, ça a été l'atterrissage de InSight, la sonde martienne, qui transporte un élément français, un sismomètre, développé par le CNES, l'IPGP, la SODERN, etc. Et c'était il y en a beaucoup parmi vous qui ont dû y assister. C'était très intéressant. Et comme je le disais il y a quelques minutes, tout se passe bien pour le moment. C'est assez incroyable de penser qu'un sismomètre aussi sensible puisse résister
aux vibrations du décollage, l'ouverture du parachute, des parachutes et l'atterrissage avec rétrofusée et un boom sur Mars. Et a priori, il est en vie. Alors maintenant, il faut le déposer sur le sol, comme vous voyez. Le sismomètre, c'est la partie marron que vous voyez. Et elle va déposer avec un petit bras télémanipulateur sur le sol. Et puis on va y mettre un petit chapeau dessus. Parce qu'il est tellement sensible que si on ne le protège pas de l'extérieur, on ne va faire que mesurer le vent martien. C'était ce qui était arrivé au premier sismomètre sur les sondes Viking des années 1976. Ceux qui ont les cheveux blancs s'en souviennent. On a mesuré formidablement bien le vent martien. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant, ça devrait bien se passer. Alors, les prochaines conférences de la SAF, vous les voyez ici. Donc Caroline Frétinel, je vous en dirai deux mots. Ensuite, c'est Jean-Pierre Maillard qui nous parle de spectro. Ensuite, j'aurai, comme on avance progressivement vers l'année 2019, les 50 ans d'Apollo 11. Donc j'aurai le plaisir de vous expliquer un peu les pourquoi et comment de cette conquête. Alors, je ne vous montrerai pas Armstrong en train de couler le pied sur la Lune, ça tout le monde le sait, mais surtout pourquoi et comment on y a été, et tous les petits secrets qui ne sont pas tellement divulgués au grand public. Vous allez voir, on va s'éclater, ça sera très intéressant. Et puis ensuite, c'est notre ami Hervé qui nous parlera de sa spécialité, des origines de l'univers, de la future mission de CLID. En mai, ça sera, le programme est complet, en mai, ça sera un speech sur le James Webb Telescope. Finalement, il va peut-être partir. Bon, dernière nouvelle, c'est 2021. Ça a été repoussé 10 fois, peut-être. Oui. D'ailleurs, le prix a été multiplié par 10. Il est à 10 milliards de dollars. Donc, quand on aime, on ne compte pas. Et en juin, ce sera donc la table ronde dont je viens de parler. Alors, il y a bien d'autres conférences sur la place parisienne que vous voyez ici. Je signale que demain, il y a une commission de cosmologie qui est maintenue parce qu'on est pas sur le parcours des Gilets jaunes. Oui, rigolez pas, mais bon, en principe, donc voilà, donc ça serait intéressant. C'est Patrick Boisset qui nous parlait de spectroscopie. Et il y a une conférence intéressante à l'école normale sup sur justement les plaques tectoniques. Alors, vous allez me dire, c'est pas de l'astronomie. Et je vais vous dire, faux, c'est de l'astronomie. La Terre est une planète, donc tout ce qui touche notre planète, c'est de l'astronomie. Et je pense que ça sera intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le séminaire de l'astronomie de notre ami Jean Eichenstedt. La commission de planétologie de la SAF, ça va être intéressant. C'est défini maintenant. On va parler de Titan et des lunes de Saturne. On va faire le point un peu de ce qu'on a appris des missions Cassini. Bon, là c'est... Moi je donne une conférence dans les Yvelines, mais on ne va pas vous faire aller jusque dans les Yvelines, c'est loin pour vous, alors c'est à côté. Voilà. La deuxième commission de cosmologie, ça sera au mois de février, sur une théorie assez intéressante qui commence à sortir, où on se passerait peut-être d'énergie noire et de matière noire à l'aide de masses négatives. Ah oui, des masses négatives. Moi, ça m'arrangerait des masses négatives. Moi, je ne vous ai pas demandé de rigoler. Bon, enfin, on va voir. Voilà, donc vous voyez tout ce qui... Il y a un programme super intéressant, janvier, février. Voilà. Notre dernière conférence de la SAF, alors là, je dois avouer, on a tous été bluffés par cette petite demoiselle qui avait quoi, 24 ans, 25 ans, qui a eu son bac à l'âge de 12 ans, un truc comme ça, qui est bardée de diplômes
et qui nous a expliqué tout ce qui s'est passé après les 5 premières minutes de l'univers. Alors là, chapeau les gars. Bon, vous avez vu que sa présentation, je l'ai mise en téléchargement sous mot de passe comme d'habitude sur mon site. Et dans sa présentation, il y a toutes les vidéos qu'elle nous a présentées. Certaines vidéos étaient vraiment passionnantes. Donc bravo à cette jeune fille. Elle est actuellement astrophysicienne. Elle a travaillé avec Stephen Hawking, c'est pas rien. Et elle est en poste à l'University College de Londres. Bravo à elle, quand même, il y a des jeunes. Donc s'il y a des jeunes dans la salle, vous voyez, faut faire comme ça, c'est bien. Donc les cours de la salle, Daniel Briot, son prochain cours, c'est le 10 janvier. Les cours de cosmologie chez Jacques Frick, et là ça démarre en fait en janvier, le 10 janvier. Vous avez tout ça sur le site de la SAP. En plus de ça, pour ceux qui ne sont pas à l'aise en mathématiques de cosmologie, ce que je pourrais comprendre, c'est pas toujours évident, eh bien, on a un de nos membres, M. Mihailovic, qui donne des cours de maths appliqués à la cosmologie. Ça marche là? Vous m'entendez là-haut? Bon, parce que je n'ai pas bien de retour. Vous reconnaissez la célèbre équation d'Einstein en bas, je ne vous ferai pas l'injure de vous la faire répéter. Voilà. Ça, c'est ce que je vous disais sur le bouquin d'Olivier de Boursac, en souscription. Vous avez les papiers sur le vent. La prochaine fois, donc, on reçoit Caroline Fressinet du Latmos. Alors, c'est une voisine. Moi, j'habite aussi les Yvelines. J'habite près de Versailles. Et le Latmos, c'est à Versailles, 50 ans en Yvelines. Et elle va nous parler d'un sujet hyper intéressant sur l'exobiologie et où et comment chercher la vie dans le système solaire. D'ailleurs, Olivier va sûrement évoquer un peu le problème aujourd'hui parce qu'on va voir que les satellites de Jupiter ne sont pas pour rien dans cette histoire. Alors, ce soir, on reçoit Olivier Vitas, qui est planétologue à l'ESA. L'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne. Et il est au centre technique de l'ESA alors je vais essayer de bien prononcer, Nordvik. Ah là, bravo, Nordvik, vous voyez, je parle hollandais maintenant, à Nordvik, au sud d'Amsterdam, c'est quelque chose comme ça, au bord de la mer, pas très loin du bord de la mer. Et donc, il travaille sur la mission JUICE, qui est une mission qui envoie cette sonde vers les lunes de Jupiter. Alors, à propos des steaks, il y a quelqu'un qui m'a posé une question tout à l'heure. Généralement, tous les ans, j'organise un voyage pour s'amuser. C'est pas vrai, pas pour s'amuser. Un voyage, je me fais 2 fois la visite du LHC. Je vous ai emmené 2 fois en Angleterre aussi, visiter toute l'astronomie britannique. Et ben, cette année, je m'arrange pour justement rendre visite à notre ami Olivier. On va aller à l'ESTEC, visiter le centre technique de l'Agence spatiale européenne et en profiter. L'ESTEC, c'est pas loin de Leiden, l'observatoire de Leiden, qui est un observatoire historique, et on fera probablement un stop aussi à l'observatoire de Bruxelles. Et pour faire plaisir à tout le monde, on fera un stop comme l'ESTEC est situé à 100 mètres, 1 kilomètre de Kökenhof, la célèbre cité des tulipes. On fera un stop là-bas, je vous préviens de ça. Donc c'est un voyage qui devrait s'organiser, si tout se passe bien, 8, 9 et 10 mai de l'année prochaine. Voilà, mais on fera de la pub. Par l'intermédiaire de la SAF. Donc je vais passer la parole à Olivier Vitas et je vous souhaite par avance un joyeux Noël à tous et bonne soirée. Alors attendez, il faut qu'on arrange un peu tout ça.
délicat des conférences. Est-ce que l'ordinateur va marcher? Ok, ça a l'air de marcher. On peut commencer, Jean-Pierre? On peut commencer. Oui, oui, oui. Très bien, bonsoir à tous et merci à Jean-Pierre pour l'invitation, merci pour le prélude musical tout à l'heure. Et c'est toujours un plaisir de faire des conférences sur notre travail. Donc Jean-Pierre a dit que je travaille effectivement dans le centre de l'Agence spatiale européenne aux Pays-Bas qui s'appelle l'ESTEC. Je vais vous montrer une photo tout à l'heure. Et mon travail, c'est de participer au projet de la mission JUICE. Donc j'ai des posters et des autocollants. Donc, en fait, l'image du poster, c'est ce que vous voyez ici sur cette photo. C'est mieux comme ça? Voilà, j'espère que... C'est toujours le même problème. Ah bon? Donc sur cette photo, en fait c'est un bon résumé de la mission. Le satellite dont je vais vous parler pendant cette conférence, on le voit ici, une vue artistique. Et en fait, la mission va se mettre en orbite autour de Jupiter pendant 2-3 ans. Donc on va étudier Jupiter, bien sûr, c'est une planète très intéressante. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les lunes qu'on voit au premier plan. Est-ce qu'il y a un pointeur, Jean-Pierre? Tu m'as dit qu'il y avait un pointeur? On va faire sans pointeur. Ah, ouais, voilà. Donc en fait, Jupiter, ça nous intéresse bien effectivement, mais on est plus intéressé par les lunes. Oh, ça ira avec la souris. Voilà. Donc on est intéressé par les lunes de Jupiter. Au lieu de montrer, ça détourne l'attention, alors qu'avec la flèche, Bon, on fera un mix de vues, on fera la flèche et la souris, comme ça tout le monde sera content. Donc on va étudier les lunes de Jupiter. La première ici c'est Ganymède, on voit ici Europe, Callisto, Io, je vais en parler un petit peu. S'il y a une chose à retenir de cette conférence, c'est qu'à l'intérieur de ces lunes, il y a plus d'eau que sur Terre. Et donc l'eau c'est très intéressant, Jean-Pierre a mentionné la recherche de la vie, c'est une grande question de l'humanité, est-ce qu'on est seul dans l'univers? Pour l'instant, la réponse c'est on est seul sur Terre, mais il y a peut-être d'autres endroits où la vie pourrait apparaître. Et les lunes de Jupiter font partie d'un de ces endroits, tout simplement parce qu'il y a plus de liquide à l'intérieur de ces lunes que sur notre propre Terre. Et le but de la mission, c'est d'étudier ce système et notamment confirmer qu'il y a de l'eau et savoir combien il y en a, où elle est, etc. Donc c'est vraiment le résumé de la mission, on le voit vraiment sur cette photo ici. Alors Jean-Pierre a parlé de l'endroit où je travaille, qui s'appelle l'ESTEC. Donc je comprends que Jean-Pierre va emmener certains d'entre vous sur mon lieu de travail. Donc effectivement, Jean-Pierre a mentionné la mer. Donc on est à 500 mètres de la mer du Nord. On est à peu près à 30-40 km au sud d'Amsterdam et 20 km au nord de La Haye, donc pour vous situer un petit peu. Et c'est le centre technique, c'est tous ces bâtiments ici, donc la taille des voitures vous donne une idée de la taille des bâtiments. L'endroit le plus intéressant, c'est cette partie ici, qui renferme le centre de test. C'est-à-dire que quand on envoie des satellites dans l'espace, il faut les tester. Et la majeure partie de nos satellites, en fait, viennent ici, dans ces bâtiments, pour être testés. Donc si vous avez la chance de voir des satellites, c'est vraiment intéressant, je vous le conseille. Et le satellite JUICE sera dans cette partie d'ici 1 an et demi à peu près. On a aussi la mare au canard, bien sûr. On a un golf et un potager. Donc je pense que ça vous intéresse un petit peu moins. Alors, on va parler de Jupiter, des lunes. C'est une image que j'aime bien juste pour introduire le sujet. Donc ça, c'est notre lune, Jupiter et les 4 satellites galiléens. Si vous avez l'occasion de faire de l'astronomie amateur, je pense que vous êtes familier avec cette vue. Et donc le but de la mission, c'est vraiment d'étudier pourquoi autour d'une planète géante, il peut y avoir des endroits, des lunes, où la vie a pu apparaître, ou au moins est-ce qu'il y a des conditions qui sont propices à l'apparition de la vie. Bien sûr, on ne va pas dire qu'on va là-bas pour chercher la vie.
ce serait une étape vraiment trop rapide. Mais on va là-bas pour essayer de comprendre les conditions qu'on appelle l'habitabilité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des endroits où la vie pourrait apparaître. Ça ne veut pas dire que la vie est apparue ou va apparaître, mais ça veut dire que c'est compatible avec l'apparition de la vie. Si on fait un zoom sur le système, effectivement, ça c'est Jupiter. Et une autre question, c'est pourquoi autour de planètes géantes, comme Jupiter, mais ça peut être Saturne, Neptune, Uranus, ou toutes les exoplanètes que l'on connaît, autour de ces planètes géantes, est-ce qu'il y a pas des endroits qui sont propices à l'apparition de la vie? C'est une des grandes questions de notre mission. Alors, Jupiter a une suite de satellites qui sont très intéressants. Donc ça, c'est une vue qui compare un peu les systèmes de satellites sur plusieurs planètes. Donc autour de la Terre, on a simplement notre Lune. Autour de Mars, il y a deux petites lunes qui s'appellent Phobos et Deimos. Vous voyez que Jupiter, il y a 4 gros satellites. Saturne, il y a plein de satellites, mais il n'y en a qu'un qui est gros. Uranus, satellite de moyenne taille. Neptune, Triton, qui est aussi intéressant. Et Pluton, il y a Charon, plus quelques autres petites lunes. On voit tout de suite sur cette vue d'ensemble, où les tailles sont vraiment représentatives, que Jupiter est un système très intéressant, de 4 grosses lunes qu'on appelle les satellites galiléens. Plus on se rapproche de la planète Jupiter, donc ça c'est en distance par rapport à Jupiter, plus l'attraction gravitationnelle de Jupiter va être importante. Donc ça c'est un effet très intéressant à étudier et important à considérer. Et aussi plus on est près de la planète et plus les radiations, comme les ceintures de radiation sur Terre, vont être importantes. Donc si on veut comprendre si ces lunes sont des endroits intéressants pour la vie, la distance à la planète géante est importante, parce que plus on est près, plus c'est compliqué de voir une radiation, mais par contre plus il y a d'énergie nécessaire qui peut être utile pour la vie. Donc si on prend l'exemple de Io, très près de Jupiter, en fait c'est une lune volcanique, très active, mais pour la vie c'est pas très intéressant parce que c'est surtout des volcans. Par contre, les 3 autres, Europe, Ganymède et Callisto, sont très intéressants parce qu'elles sont à distance respectable de Jupiter, donc au niveau radiation, ça va un petit peu mieux. Et notamment, Europe, on sait qu'il y a de l'eau, ça c'est sûr. Ganymède, on est pratiquement sûr, et Callisto, peut-être. Donc, voilà. Donc, étudier ces 3 lunes, c'est vraiment faire un comparatif des conditions autour de Jupiter en fonction de la distance. Qu'est-ce qui est le mieux pour l'apparition de la vie? Est-ce qu'il vaut mieux être ici, là ou là? Et c'est des grandes questions qu'on se pose et que notre mission juste va essayer de répondre. Donc si on commence par Europe, Europe c'est peut-être au niveau astrobiologie, une des lunes dans le système solaire qui est peut-être la plus importante. Ça c'est une image de la mission NASA qui s'appelle Galileo, qui était là-bas dans les années 95-2000. Et quand on regarde la surface, pour les géoglottes, la première chose qui frappe, c'est que c'est une surface lisse, avec très peu de cratères. Alors si vous avez suivi des conférences de planétologie, vous devez savoir ce que ça veut dire s'il y a très peu de cratères. Ça veut dire que la surface est très jeune. Si on prend la Lune, il y a des cratères, c'est une vieille surface. Si on prend Mars, il y a plein de cratères, c'est une vieille surface. Ici, on ne voyait pratiquement pas de cratères. Des temps géologiques au niveau de la formation et de l'évolution du système solaire, c'est une planète très jeune. Ça veut dire que c'est une unité active. Ça veut dire que pour l'exobiologie, l'habitabilité, c'est vraiment un élément très intéressant à étudier. La surface très lisse, c'est juste que c'est de la glace, en fait. Et les zones oranges, en fait, c'est des composants dont on ne connaît pas la composition. Ça pourrait être très bien des particules organiques qui remontent de l'intérieur de la Lune, parce qu'on a des très bonnes raisons de penser que sous cette croûte, quelques dizaines de kilomètres sous cette croûte, il y a 2 fois plus de liquide que sur notre propre Terre. Donc l'Europe, c'est une lune très intéressante. Et c'est un zoom qui montre en fait la glace sur Europe. Et en fait, l'étude détaillée de ces patchs de glace aussi a indiqué que sous la glace, il y avait un océan liquide. En fait, c'est grâce à ce genre d'image qu'on a pu commencer à comprendre qu'il y avait de l'eau liquide. Et ça, c'est une vue d'artiste qui montre en fait l'intérieur de la Lune. Donc, vous voyez la surface glacée. À l'intérieur, il y a des roches. Et pris en sandwich entre les roches et la glace, il y a une couche de liquide. On ne sait pas combien de kilomètres elle fait, peut-être des dizaines de kilomètres. Et on ne sait pas quelle est la couche de glace qu'il y a au-dessus de cet océan. Ça peut être quelques kilomètres. Donc voilà pourquoi c'est intéressant, parce que cet océan ici est en contact avec des roches. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec nos océans à nous. Sauf que nos océans à nous, il n'y a pas quelques dizaines de kilomètres de glace au-dessus. Mais à part ça, les conditions sont similaires. Donc il peut très bien avoir des endroits très intéressants ici pour l'apparition de la vie.
Et avec notre mission, on va étudier un petit peu cette lune, même si les autres lunes sont plus intéressantes pour nous. Des observations récentes du télescope spatial Hubble ont montré qu'il y avait de l'eau qui s'échappait de la Lune. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'encore plus direct. C'est des images de Hubble ici. Donc, on peut très bien y avoir des geysers à la surface d'Europe qui montent à quelques centaines de kilomètres. Et donc, si on réussit à avoir une mission qui s'approche de la Lune, on peut même très bien passer dans ces geysers avec un satellite. Et là, on a un accès direct à l'eau qui est à l'intérieur du satellite. Maintenant, je passe à Ganymède. Donc, Ganymède, c'est la plus grosse lune du système solaire. Alors, si on compare à Europe, il y a beaucoup plus de cratères. Donc, ça veut dire que la surface est plus vieille. Donc, ça veut dire qu'au niveau activité géologique, c'est beaucoup moins intéressant que l'Europe. Mais il y a plein de choses différentes ici au niveau géologique. Donc, c'est quand même une lune très intéressante à étudier. La plus grosse lune du système solaire est aussi l'endroit où il y a le plus d'eau, on pense, dans le système solaire. Il y a peut-être 6 fois plus d'eau liquide. Vous imaginez les océans terrestres. Il y en a peut-être 6 fois plus à l'intérieur de cette lune. C'est quand même assez incroyable à réfléchir et on ne sait pas à quelle distance elle est sous la surface. Et comment on calcule ça? Je vais y revenir tout à l'heure. En fait, est-ce qu'on peut poser des questions pendant la conférence, j'imagine. N'hésitez pas à poser des questions, mais je vais revenir à où est exactement cet océan et comment on va faire pour le savoir avec notre mission. Ça, si c'est une coupe, si on pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur de la Lune, donc on a voyé la distance, donc 5000 km, donc voilà, c'est quand même une mini-planète, il faut dire ce qu'il est. Il y a là une croûte de glace autour. À l'intérieur aussi un manteau de glace, et pris en sandwich entre ces deux parties de glace, il y a notre océan ici, qui fait peut-être 50 km d'épaisseur, 100 km, 200 km, on n'en a aucune idée. À l'intérieur, il y a un manteau, comme sur la Terre, et un cœur de fer, comme sur la Terre. Et en fait, comme il y a un cœur de fer, vous pouvez imaginer ce qu'il peut y avoir, un champ magnétique, un aimant. Et donc Ganymède, c'est un endroit très intéressant parce que si on considère les corps rocheux dans le système solaire, il n'y en a que 3 qui ont un champ magnétique. Il y a la Terre, qu'on connaît bien sûr, qui nous protège. Le champ magnétique nous protège. Il y a Mercure et il y a Ganymède. Donc ça fait 3 corps dans le système solaire qui sont assez particuliers au niveau du champ magnétique. Et quand on sait que le champ magnétique est important parce que ça nous protège des radiations du vent solaire, cette Lune, avec un océan à l'intérieur et un champ magnétique qui nous protège, ça peut être très intéressant dans l'étude de l'exobiologie. Donc pour nous, c'est vraiment la Lune que l'on va étudier avec le plus de précision avec cette mission. Donc ça, c'est une vue pour montrer le champ magnétique. C'est un petit peu compliqué, mais si vous avez la planète ici, et les lignes vertes, en fait, montrent les lignes de champ magnétique. Et là où c'est compliqué à Ganymède, c'est qu'il y a 3 champs magnétiques qui sont là en même temps. Il y a d'abord le champ magnétique de Jupiter, parce que Ganymède est plongé dans la magnétosphère de Jupiter, et Jupiter a un énorme champ magnétique. Donc si on met un magnétomètre pour mesurer le champ magnétique, on va mesurer le champ magnétique de Jupiter. Mais on va aussi avoir le champ magnétique interne de Ganymède, du fait du cœur de fer. Et comme il y a un océan liquide qui est salé, l'océan conduit l'électricité et va aussi déformer le champ magnétique. Et va créer un tout petit champ magnétique dû au liquide. Donc en fait, la configuration magnétique de Ganymède est vraiment extrêmement compliquée. Et notamment à bord de notre mission, on va avoir un magnétomètre pour essayer de comprendre tout ça. Comme il y a un champ magnétique comme sur Terre, on a des aurores boréales sur Ganymède. Ça semble un peu fou. Donc ça, c'est une vue du satellite. Et ça, ce sont des images du télescope spatial Hubble, donc dans l'ultraviolet, qui a montré des aurores côté nord et côté sud. En fait, c'est comme sur notre Terre. Si j'ai le temps, je vais revenir un petit peu après sur ces aurores de Ganymède. Callisto, la dernière lune qui nous intéresse, donc elle est plus loin que Ganymède. Donc a priori, elle est moins sujette au champ gravitationnel de Jupiter. Ça veut dire qu'elle est moins perturbée par Jupiter. Ça veut dire qu'au niveau évolution géologique, c'est peut-être une lune un peu morte. Et d'ailleurs, quand on voit le nombre de cratères, si je continue ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que c'est une surface très vieille. Ça veut dire que c'est peut-être un astre mort au niveau géologique. Un petit peu comme la Lune. Et c'est ce qu'on voulait étudier quand même pour essayer de comprendre et voir les comparaisons avec des astres
astres comme Europe et Ganymède qui sont plus en fait actifs au niveau géologique. Donc ça c'est une coupe de l'intérieur, il n'y a pas de cœur de fer, il n'y a pas de champ magnétique, il y a une croûte glacée ici. Et ici c'est un petit peu difficile à voir, mais il y a un petit liseré bleu, parce qu'on pense qu'il y a peut-être aussi un océan liquide à l'intérieur de cette lune. Mais là on n'en est pas très sûr, là c'est un petit peu plus délicat. Donc s'il y a un océan liquide, ça sera très intéressant, parce que ça veut dire que quelle que soit l'évolution de l'activité géologique de la Lune, il y a de l'eau à l'intérieur. Pour comprendre encore l'apparition de la vie, ce sera un point très intéressant à étudier. Toutes ces lunes, comme je l'ai dit, sont plongées autour de Jupiter dans ce qu'on appelle le champ magnétique de Jupiter, donc la planète géante au milieu, avec un énorme champ magnétique, et les lunes sont dedans et sont baignées en fait dans les ceintures de radiation de Jupiter. Donc ce qui fait que c'est des endroits assez particuliers, et notamment la lune volcanique Io ici, du fait des volcans, elle expulse dans le système des particules chargées qui suivent les lignes de champ magnétique. Donc il y a des particules chargées, donc il y a des particules électriques, des électrons, des protons, qui rentrent dans le système ici et qui vont aussi bombarder les autres lunes. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Donc si on est à la surface de ces lunes, en fait c'est pas très bon pour les radiations. Si on envoie des humains à la surface de ces lunes, ce serait pas bon du tout. Si on envoie un satellite, et c'est notre problème, c'est pas bon du tout pour l'électronique. Si on envoie un satellite dans cette région ici ou là, le satellite dure quelques jours ou quelques semaines. Donc pour nous, on va essayer d'être pas trop près de la planète. Si on est ici ou là, on peut durer quelques mois, quelques années. Mais si on envoie un satellite ici, c'est vraiment très dur au niveau des ceintures de radiation. Donc ça, c'est un autre challenge de la mission que je vais parler aussi tout à l'heure. Donc si je parlais de la magnétosphère, donc c'est la cavité où il y a le champ magnétique. C'est un des objets les plus gros du système solaire. Si vous regardez la Lune, la pleine Lune ici, en fait, à la taille réelle, la taille de la magnétosphère de Jupiter, c'est vraiment plus grand que la pleine Lune vue de la Terre. Donc si vous voyez la soirée d'été, si vous regardez la Lune et si vous regardez Jupiter, vous pouvez vous imaginer tout autour. En fait, c'est la cavité magnétosphérique où il y a le champ magnétique de Jupiter. J'aime bien aussi montrer cette photo. Donc si on a le Soleil, l'orbite de la Terre, l'orbite de Jupiter et l'orbite de Saturne, en fait, la cavité où il y a le champ magnétique de Jupiter va au-delà de l'orbite de Saturne. Donc c'est juste pour vous montrer que c'est un objet vraiment énorme. Et pour illustrer en fait le lien entre les lunes et Jupiter, le meilleur moyen c'est de regarder les aurores. Ça, ce sont des aurores polaires sur Jupiter, donc similaires à nos aurores polaires. J'espère que vous avez eu l'occasion de voir les aurores polaires dans vos vies, si vous allez dans le Grand Nord, peut-être un voyage avec Jean-Pierre. Donc ça, ce sont des aurores de Jupiter, mais il y a des points particuliers ici qui sont les aurores dues aux lunes de Jupiter. Donc ici, par exemple, c'est une aurore due au satellite Io. Ici, c'est une aurore due au satellite Ganymède, et ici, c'est un point d'une aurore qui est due à Europe. Tout ça parce que dans les champs magnétiques, il y a un lien entre les lunes, les particules chargées qui partent des lunes et qui arrivent sur Jupiter. Et donc ça forme en fait les aurores. Donc ça vous montre que si on veut étudier les lunes, on ne peut pas les étudier vraiment toutes seules en isolation, il faut aussi étudier la planète géante qui est au milieu pour essayer de comprendre tout le système. Et donc, quand on a eu envie de proposer une mission qui s'appelle JUICE, dont je vais parler maintenant, on a défini des thèmes scientifiques qui sont basés sur tout ce que je vous ai raconté. La première chose, c'est qu'on va étudier les lunes glacées qui sont Ganymède, Europe et Callisto, pour essayer de savoir plus sur l'eau liquide, que j'insiste bien sur l'eau liquide qui est à l'intérieur. On ne peut pas les étudier toutes seules, il faut étudier aussi le système de Jupiter, notamment l'atmosphère, la magnétosphère, mais aussi tous les autres satellites et les anneaux de Jupiter pour essayer de comprendre le système dans sa globalité et répondre à la grande question qui est: est-ce qu'autour d'une planète géante, il peut y avoir des zones habitables? Donc ça, c'est pourquoi on a décidé de faire cette mission. Alors, pour vous donner une idée des missions planétaires, je vais vous donner le calendrier. C'est vraiment quelque chose assez particulier. Parce que l'appel à proposition pour des missions a été fait en 2007. Donc régulièrement, à l'Agence spatiale européenne, on fait un appel, on demande à tous les scientifiques quelle est la mission dont vous rêvez. On a tant de budget. Donc, des fois c'est 500 millions, des fois c'est 1 milliard, ça dépend. Donnez-nous toutes vos idées
Et ensuite, on discute et on sélectionne les meilleures idées. Donc, il y a eu un appel à proposition en 2007 où plusieurs missions ont été proposées. Et après des études, des compétitions, beaucoup de meetings, etc., la mission finalement a été sélectionnée 5 ans plus tard. Un peu moins d'1 an plus tard, on a sélectionné les instruments qui vont faire partie du satellite. En 2015, on a sélectionné l'industrie qui va fabriquer le satellite. Donc dans notre cas, c'est Cocorico, parce que c'est Airbus à Toulouse. Et ensuite, maintenant, on est en phase de développement, c'est-à-dire que l'industrie construit les satellites, les scientifiques construisent les instruments, et on espère de décoller en mai 2022. Donc Jean-Pierre parlait des décollages qui peuvent être repoussés dans le temps, comme le James Webb. C'est un risque qu'on a, mais bon, pour l'instant, on est prêt à décoller en mai 2022. Avec une fusée Ariane 5, et je parlerai plus tard de la fusée. Il faut être encore patient, parce que quand on décolle, on ne peut pas arriver tout de suite vers Jupiter. Et je vais vous montrer pourquoi. Et donc, il faut attendre 7 ans pour se mettre en orbite autour de Jupiter. Et ensuite, on commence la mission. Et la mission, ça va être 3 ans autour de Jupiter, et ensuite, à la fin de la mission, on va se mettre en orbite autour du milieu de Jupiter, qui est Ganymède. Donc, c'est vraiment la première fois qu'on se mettra en orbite autour du milieu de Jupiter. Et au bout d'un moment, il faut bien avoir la fin de mission, donc on prévoit ça en septembre 2033. Donc, vous voyez que le temps fait qu'il faut être patient. Et c'est pas toujours les mêmes personnes qui travaillent sur un projet qui dure entre 20 et 30 ans. Et puis ici, il faut passer le témoin, il faut donner les informations. Donc c'est aussi, ça fait une partie intégrante des missions planétaires, comme les missions Cassini, comme les missions Rosetta, dont vous avez entendu parler sûrement. Ça dure pas quelques années, mais ça dure quelques dizaines d'années. Donc ça, c'est un point important aussi de la mission. Alors, le satellite, à quoi il ressemble? Donc ça, si ça marche, mais si ça marche pas, à la limite, c'est pas trop grave. Donc en fait, ça c'est une vue de notre satellite. Donc je dirais que c'est un satellite assez classique, sauf qu'il fait quand même 5 tonnes. De là jusqu'à là, il y a à peu près 30 mètres. Bon, il y a une antenne pour communiquer avec la Terre. Là, ce qui fait un peu l'originalité de ce satellite, c'est les panneaux solaires ici. Parce que si vous avez un appartement dans Paris qui fait à peu près 90-100 mètres carrés, c'est la taille de panneau solaire. Parce qu'on est loin du soleil, et donc il faut des énormes panneaux solaires. Ensuite, on a donc les antennes pour communiquer avec la Terre. Et je vais vous montrer un petit peu les instruments. On a plein d'instruments ici sur cette face. Là, on a une petite antenne pour communiquer si on ne peut pas toujours pointer l'antenne. Et on a pas mal de bras. Ça, c'est un bras qui fait 10 mètres, où on met les instruments ici au bout, notamment les magnétomètres. Et ça, c'est une antenne radar. Et il y a plein de petites antennes un petit peu partout. Et au niveau des instruments, donc je pense qu'on est assez bien équipé. On a 10 instruments à bord. Donc quand on envoie une mission qui est comme ça, qui est tous les 30 ans, on essaye de mettre le maximum d'instruments, parce que ça n'arrive pas souvent une mission comme ça. Donc on a pas mal d'instruments, ce qu'on appelle de télédétection, donc des caméras dans le visible. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a aussi des instruments qui couvrent d'autres longueurs d'onde, comme l'infrarouge, l'ultraviolet. On a un laser altimètre qui est très important, je parlerai tout à l'heure. On a des expériences pour mesurer les champs électriques, les champs magnétiques, des particules chargées, comme je parlais des sensors de radiation, donc il faut des instruments pour mesurer les électrons, les protons. On a une antenne radar pour pénétrer dans la glace, des mines glacées, donc ça c'est un radar. Et on a aussi ce qu'on appelle de la radioscience, on utilise le système de télécommunication pour mesurer très précisément la position du satellite. Donc si vous imaginez d'ailleurs le satellite qui va être en orbite autour de Jupiter, donc très loin de la Terre, on essaiera de connaître sa position à quelques centimètres près. Donc ça c'est très important aussi pour la science. Donc ça c'est une autre vue. Donc maintenant je vais vous montrer, tout à l'heure on va poser la question avant comment est-ce que vous allez décoller en 2022, comment est le programme, est-ce que vous tenez les délais. Alors en fait oui, on tient les délais, puis je vais vous montrer des photos du satellite, donc pour vous montrer qu'il y a vraiment plein de choses qui se passent en ce moment. Donc ça, ce sont les panneaux solaires. Donc là, il y en a 2. Donc ça fait à peu près quelque chose comme 2,50 m sur 3,50 m.
Donc on va avoir 10 panneaux comme ça. Donc là, ils sont en train d'être fabriqués. Et d'ailleurs, à Leiden, qui est à côté de là où je travaille. Donc là, on avance au niveau des panneaux solaires. C'est assez compliqué, parce qu'il faut des panneaux solaires qui marchent à basse température, on orbite autour de Jupiter, mais aussi qui tiennent toutes les radiations, tous les bombardements des particules chargées. Donc au niveau technologie, c'est quelque chose d'assez compliqué. Bon, on va dire que ça va marcher. Ça, c'est des vues dans le centre de test de l'ESTEC. Donc je vous ai dit qu'on a un centre de test pour tester les satellites avant qu'ils partent dans l'espace. Et on a fabriqué cette année un satellite qui fait la même taille que notre satellite JUICE. Et on voit ici des images, donc ça c'est dans un hall d'intégration, avec ici des couvertures pour le protéger des différences de température. Parce qu'il peut faire très chaud, il peut faire très froid dans l'espace. Donc ça, on voit aussi les couvertures thermiques. Et en fait, on a mis le satellite dans une chambre à vide, et on a fait un test de 2 semaines cette année, pour voir si les couvertures thermiques qu'on a dessinées marchaient bien. Donc ça montre qu'il y a des tests qui ont été faits cette année. Donc là, vous voyez à l'échelle humaine, vous voyez la taille du satellite, c'est quelque chose d'assez grand. Et ça, c'est notre soleil artificiel. Donc on illumine le satellite pendant 1 semaine. On fait le froid autour pour simuler l'espace. Et on essaie de voir si le satellite fonctionne toujours. Donc ça a été fait cette année, ça a marché. Donc ce qu'on avait prévu comme couverture, ça marche bien, donc c'est parfait, on continue le programme. Ça, c'est un autre satellite dans la production. Quand on envoie un satellite dans l'espace, on ne fabrique pas tout de suite le satellite qui va partir. On fait d'abord des tests. Et ça, c'est un autre test qu'on appelle satellite ingénieur. Donc effectivement, ça a une drôle de forme, ça part pas dans l'espace, mais c'est vraiment représentatif du futur satellite qui va être construit. Là, par exemple, il y a un grand trou où on mettra le réservoir de fuel. Là, vous voyez tous les câbles du satellite. Ici, on mettra les instruments, l'électronique. Et c'est un satellite à l'échelle 1 aussi, presque. Et là, il est en train d'être assemblé à Toulouse. Et on fait vraiment beaucoup de tests avec ce modèle qu'on appelle le modèle ingénieur. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, quand le vrai satellite sera dans l'espace, pour tester des procédures ou s'il y a des choses qui marchent bien sur le satellite, on utilisera toujours ce modèle pour tester, en fait, pour voir ce qui ne va pas. Pour après tester ce qui se passe avec le satellite qui est en l'air. Donc ça, c'est aussi très important et c'est ce qui est fait vraiment en ce moment. À l'heure où je vous parle, il y a des gens qui travaillent sur ce modèle et ils mettent tous les câbles, c'est assez compliqué. Font tous les branchements et ils vérifient que tout marche bien. Je vous ai montré tout à l'heure un bras qui faisait 10 mètres de long là, sur le satellite. En fait, un des bras, on le voit ici. Alors là, il ne fait pas 10 mètres, mais il fait un peu plus de 3 mètres. Et c'est sur ce bras qu'on va mettre quelques capteurs, comme les capteurs de champ magnétique, par exemple. Et donc, ils sont déjà en train d'être construits. Et on les teste aussi dans des chambres à vide pour voir s'ils peuvent tenir les différences de température, froid, chaud, etc. Donc là aussi, c'est des tests qui sont faits en ce moment. Donc en fait, c'est pour vous dire que ça avance plutôt bien. D'autres tests qui ont été faits, donc ça c'est un espèce de satellite, c'est effectivement pas le vrai satellite, c'est juste que la taille qui est réelle, c'est une boîte qui simule le satellite. Là, ici, ça simule les panneaux solaires. Et cette tige ici, ça simule l'antenne radar. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de comprendre comment une antenne radar peut marcher avec un satellite qui fait cette taille, avec les panneaux solaires qui sont grands comme ça. On est obligé de faire des tests pour savoir si le choix de l'antenne est correct. C'est une antenne qui fait 16 mètres, comme ça ici. Et donc on a construit cette antenne, on a construit ce faux satellite et on l'a emmené l'année dernière à bord d'un hélicoptère et on a fait des tests dans l'espace, parce que c'est le genre de test qu'on ne peut pas faire dans une salle, il y a trop d'interférences. Et donc on a pu voir que, encore, le design des antennes était correct. Donc voilà le genre de test qu'on fait. Ça c'est notre moteur en fait, sur le satellite il y a des moteurs hein, pour propulser le satellite pour faire les manœuvres. Voilà à quoi ressemble notre moteur. Ça, c'est à quoi ressemblent les capteurs de champ magnétique. Il y en a plusieurs sur le satellite. Ça, c'est à quoi ressemble notre spectromètre qui va regarder dans l'ultraviolet.
Et voilà, là, j'en suis là. Et ça, c'est un autre test qu'on a fait il y a quelques mois encore à l'ESTEC. Donc peut-être que aussi c'est quelque chose que vous pourrez voir si vous visitez d'autres centres. Donc c'est une salle qui est faite pour tester en fait la communication, les interférences avec les ondes électromagnétiques. Donc c'est pour ça qu'il y a ce genre de dispositif qui absorbe en fait les ondes électromagnétiques. Et on a mis notre petit satellite ici, donc c'est encore un test, c'est encore un modèle de test. Donc on le reconnaît avec les panneaux solaires ici, ça c'est le satellite. Et en fait on a aussi testé l'antenne radar ici. Donc vous voyez qu'avant de lancer un satellite dans l'espace, il y a quand même énormément de tests avec plein de modèles. Donc quand on voit qu'il faut 7 ans de développement avant de lancer un satellite dans l'espace, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a vraiment plein de choses à tester, à construire, voir si tout marche bien. Et voilà, donc c'est pour un peu vous donner une idée de notre travail. Alors maintenant, on va voir si ça marche. Donc voilà, ça c'était pour la partie satellite. Maintenant je vais parler de la mission en elle-même. Donc on va parler quand est-ce qu'on part, où on va, comment ça se passe au niveau du satellite. Alors voyons ça. Donc des fois ça marche, mais des fois ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi. Peut-être sortir de PowerPoint. Bon, voyons ça. Ouais. Je vais peut-être sortir. Alors, voilà. Avec l'informatique, on ne sait jamais. Il y a toujours quelque chose qui est bizarre avec l'informatique, c'est que 5 minutes avant la conférence, ça marche toujours. Et pendant la conférence, on ne change rien, mais ça marche plus. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours... c'est quelque chose qui m'a toujours épaté. Enfin bon, j'ai l'habitude, donc ça va. Donc voilà, donc là c'est une vue. Je vous ai dit qu'il fallait être patient dans une mission planétaire. Et en fait, donc là il faut être patient quand on construit le satellite. Et maintenant il faut être... Imaginons que le satellite soit construit, qu'on décolle. Donc en mai 2022, on espère. Et ben, il faut encore être patient parce qu'on ne peut pas arriver directement vers Jupiter. Si on avait un tout petit satellite, un CubeSat, on pourrait aller directement vers Jupiter. Et notre satellite, il fait 5 tonnes. Si on avait une fusée type Saturne 5, comme à la NASA dans les années 70, ou dans les années 60, on pourrait aussi aller directement vers Jupiter. Mais on a une fusée qui s'appelle Ariane 5. Et donc une fusée Ariane 5, même si elle est très bien avec un satellite de 5 tonnes, on ne peut pas aller directement vers Jupiter. Donc comment on fait pour aller vers Jupiter? On va utiliser ce qu'on appelle la technique d'assistance gravitationnelle, qui est utilisée vraiment par beaucoup de satellites, qui fait qu'on va faire des survols des planètes pour gagner un petit peu de vitesse. Et si on en fait plusieurs, on peut arriver vers Jupiter. C'est ce qui a été fait avec les missions Rosetta, les missions Cassini, les missions Voyager. Et donc ça marche vraiment très bien. Donc là, si on a le Soleil au milieu, donc on imagine on part d'ici. Donc là c'est l'orbite de la Terre, là c'est l'orbite de Vénus, là c'est l'orbite de Mercure, là c'est l'orbite de Mars. Et Jupiter, c'est un petit peu plus loin. Donc voilà, maintenant on va voir le trajet du satellite. Donc on a avancé. Au bout d'un an, on refait un survol de la planète Terre qu'on avait là. Donc on gagne un petit peu d'énergie. On fait une deuxième orbite autour du Soleil. On fait un deuxième survol de la Terre maintenant. Maintenant, on fait un survol de Mars. Donc à chaque fois qu'on fait un survol, on gagne un petit peu d'énergie. Donc là, on a fait une fois la Terre, 2 fois la Terre, une fois Mars. On a fait Vénus aussi entre-temps, on ne l'a pas bien vu. Là, on va refaire une fois la Terre encore. Et là, c'est parti, c'est bon. Là, on a assez d'énergie. On a fait 3 tours autour du Soleil, on a assez d'énergie pour aller vers Jupiter. Donc Jupiter arrive ici. Donc là, je vais stopper. Donc là, on arrive vers Jupiter.
Donc vous voyez, déjà ça a été quelque chose de faire les survols des planètes. Donc à chaque fois qu'on fait un survol de planète, on essaie de prendre des petites mesures, mais c'est surtout pour vraiment changer la direction et la vitesse de la sonde. Donc voilà, on a fait des survols de la Terre, de Vénus, de Mars. Ici, il y a des choses très intéressantes. Vous savez ce qu'il y a dans cette zone? Des astéroïdes. Voilà. Donc déjà, on va essayer de ne pas en prendre un en pleine poire, si je peux m'exprimer comme ça. Mais s'il y en a un sur la route, qui n'est pas trop grand, on pourrait toujours essayer d'allumer les instruments. A priori, non, parce qu'ils sont assez dispersés, mais s'il y en a un qui n'est pas trop loin, on fera ce je ferai un petit quelque chose. La majeure partie du trajet, le satellite, en fait, on ne fait pas grand-chose avec. Hein. En fait, on regarde si les instruments fonctionnent bien une fois par an. Mais sinon, la plupart du temps, on juste vérifie qu'il est sur la bonne trajectoire. On ne fait pas grand-chose au niveau du satellite. Par contre, 6 mois avant d'arriver autour de Jupiter, on commence vraiment la mission scientifique. Parce que 6 mois avant, on allume tous les instruments et on va regarder Jupiter. Vraiment, on va commencer à faire de la science. Et ensuite, on est autour de Jupiter. Mais c'est juste pour vous dire qu'on n'attend pas d'être à Jupiter pour commencer à faire des observations. Donc là, on arrive à Jupiter. Voilà. Donc, on se met en orbite. Donc ici, on est en octobre 2029. Voilà. 2029. Donc 7 ans et demi de voyage. Donc maintenant, j'essaie de retrouver... Ouh là là, je suis perdu maintenant. Il y en a des choses, oui. Où j'étais. Explorateur de fichiers. Ah oui, voilà, oui, vous avez raison. Non, c'est pas ça. Fine Explorer. Ah, voilà, Fine Explorer. Attends, je vais peut-être faire quelque chose. Ok, donc ça c'est un survol de la... Donc là ça va pas marcher, mais c'est pas grave, c'est pas très important. C'est un survol de la Terre. Donc voilà, le satellite est ici, on voit un petit peu les panneaux solaires, comme ça. Un survol de la Terre, on sait déjà qu'au premier survol, on passera au-dessus de l'Australie. Voilà, on sait déjà tout ce qui va se passer. Ça, ce sera un survol de Vénus. Donc voilà, le survol de Vénus va être assez compliqué parce que Vénus, ce sera le point le plus proche du Soleil dans la trajectoire. Et comme le satellite est fait pour aller à Jupiter où il fait froid, passer à côté de Vénus, c'est pas super. Donc ça veut dire qu'on va faire très attention, on va protéger le satellite avec notamment l'antenne ici, pour le protéger des rayons du Soleil et des rayons de Vénus. Donc le survol de Vénus va être assez compliqué, mais bon, on va y arriver. Ensuite, on aura un survol de Mars. Et Mars, ce sera très intéressant parce qu'on n'a pas de problème thermique. Et on va passer à 1000 km de Mars. Donc c'est assez proche au niveau des distances du système solaire. Donc là, normalement, on devrait faire vraiment de la science intéressante, je dirais, autour de Mars. Donc voilà, donc ça, celui-là, je ne vais pas le montrer, c'est dommage qu'il ne marche pas. Bon, s'il n'y a plus aucune animation de marche, c'est quand même un petit peu dommage. Ah, attendez. Je vais quand même vous montrer quelque chose. Oui, voilà. Effectivement. Alors. Voilà, est-ce que ça marche là? Voilà, donc là, on imagine, on est 6 mois avant d'arriver sur Jupiter, donc on va commencer à faire les observations. Donc on a notre satellite qui est dans l'espace,
Et dans 6 mois, on arrive autour de Jupiter. Donc Jupiter, c'est un petit point pendant un petit moment, mais le point, normalement, devrait grossir. Parce que tout ce qu'on voit là, ça va se passer sur 6 mois. Donc effectivement, c'est accéléré, mais ça va quand même assez doucement. Est-ce que ça grossit? Pourtant, on dirait que ça avance ici. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. J'ai vraiment pas de chance ce soir, j'ai l'impression. Bon, bah écoutez, les fichiers, je les donnerai à Jean-Pierre. Et puis, on les mettra sur Internet. Ah voilà, je reprends. Voilà, donc Jupiter, est-ce que Jupiter grossit? Ok, donc voilà, donc on se rapproche, on est à 6 mois, 3 mois, 2 mois, donc Jupiter grossit. Voilà, donc là on se rapproche. Maintenant, je vais arrêter un petit peu parce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici. Donc là, on est toujours avant l'insertion en orbite de Jupiter. Donc vous voyez, Jupiter a grossi, on a fait nos observations pendant quelques mois pour voir si tout va bien, les instruments. Et avant d'arriver sur Jupiter, qu'est-ce qu'on a sur notre route? Non, c'est Ganymède. Voilà, donc normalement, quand on se met en orbite autour d'une planète, bon, on a la planète, on a même les moteurs pour freiner la sonde, et donc on se met en orbite et on tourne autour de la planète. Nous, on va faire quelque chose de plus particulier. Avant de se mettre en orbite autour de la planète, on va faire un survol très rapproché de Ganymède. Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Pour freiner. Voilà. Parce qu'en fait, pour freiner autour de... Le but, c'est de freiner, parce que si on ne freine pas, si les moteurs ne marchent pas ou si on n'a pas de fuel, on arrive comme ça, on fait juste un survol et après la sonde, elle part dans l'espace et c'est fini. Nous, ce qu'on veut, c'est se mettre en orbite autour de Jupiter, donc il faut décélérer la sonde pour qu'elle soit attrapée par le champ de gravité de la planète. Mais vous savez que l'assistance gravitationnelle, ça peut soit accélérer, mais si on passe d'un côté d'une lune ou d'une planète, mais si on passe de l'autre côté, ça décélère. Donc en fait, on va essayer de passer du bon côté de Ganymède ici, juste avant d'arriver en orbite autour de Jupiter, pour freiner un tout petit peu plus, et ça va nous aider, ça nous permet d'embarquer moins de fuel pour freiner un petit peu mieux. Donc ça, c'est une manœuvre qui va se faire simplement quelques heures avant de se mettre en orbite autour de Jupiter. Donc au niveau navigation, c'est assez compliqué. Moi, ça ne m'épate toujours. Donc là, on fait un survol de Ganymède. Donc là, on ne va pas allumer les instruments parce que c'est trop compliqué, c'est très critique. Donc on fait un survol de Ganymède à 400 km d'altitude. 400 km, c'est très proche. Et 7-8 heures après, on va se mettre en orbite autour de Jupiter. Donc on va voir Jupiter ici. Et ça, c'était en fait pour vous illustrer en fait la navigation assez compliquée qui va se faire en octobre 2029. Donc là, on peut considérer qu'on est en orbite autour de Jupiter maintenant, et la mission proprement dite peut commencer. Donc ça, au niveau navigation, c'est assez compliqué. Voilà. Donc j'espère que je vais retrouver mon PowerPoint. Alors, j'en suis où? Alors, voilà. Donc, vous imaginez maintenant qu'on est en orbite autour de Jupiter. Ça, ce sera la forme de toutes les orbites qu'on va faire pendant toute la mission. Donc là, si Jupiter est au centre ici, on regarde depuis le pôle Nord. La première orbite va être celle-là. Les premières orbites sont toujours très, très allongées. Et puis on se rapproche petit à petit. Mais vous voyez qu'on ne se rapproche jamais trop quand même. Pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne veut pas être trop près de Jupiter à cause des ceintures de radiation. C'est bien d'être près, mais si on est trop près, le satellite il va griller. Donc pour rester 2 ans en orbite, on va faire toutes ces orbites qui sont à distance raisonnable de Jupiter. Donc et à chaque orbite, ou toutes les 2 orbites, il y aura un survol soit de Ganymède, soit de Europe, soit de Callisto. Donc pendant les 2 ans et demi qu'on va passer autour de Jupiter, on va faire disons tous les mois, on va faire un survol d'une des lunes. Et à chaque fois qu'on fait un survol, on allume tous les instruments, les radars, les caméras, et on fait la science.
Ça, c'est vu, c'est le même type d'orbite, mais cette fois vu depuis l'équateur. Donc Jupiter est ici. La plupart des orbites sont dans le plan de l'équateur, parce qu'en fait, on est intéressé par les lunes de Jupiter, et les lunes de Jupiter orbitent dans ce plan. Donc si on veut les rencontrer de temps en temps, il faut être dans le même plan que les lunes de Jupiter. Mais de temps en temps, on va s'échapper du plan, comme ici ou là, pour être un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas, pour voir les pôles de Jupiter. Parce qu'on veut aussi étudier la planète, et pour étudier les aurores boréales sur Jupiter, il faut être un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous, c'est beaucoup mieux pour voir les pôles. Donc de temps en temps, on se met en dessous, on se met au-dessus, et après on va revenir dans le plan pour finalement se mettre en orbite autour de la lune Ganymède à la fin de la mission. Donc maintenant, on se met en orbite autour de Ganymède. Alors au niveau des manœuvres, c'est assez compliqué aussi, on n'a jamais fait ça, on ne s'est jamais mis en orbite autour d'une lune autre que notre propre lune. Donc là, c'est Ganymède. La première orbite sont toujours elliptiques, c'est toujours comme ça. Ensuite, on aura des orbites qui sont plus circulaires, ici à 5000 km. Donc là, on fera de la cartographie à basse résolution, donc on va allumer tous les instruments. On aura ensuite d'autres orbites qui sont plus allongées, ça c'est dû aux interactions gravitationnelles entre Jupiter et Ganymède. Et à la fin, on aura une orbite très proche, à 500 km circulaire. Donc c'est vraiment la fin de la mission, donc on commence assez loin, on se rapproche, et ensuite on se rapproche de plus en plus pour être à 500 km. Et là, à 500 km, on aura tous les instruments allumés le plus possible, et on va vraiment étudier en détail les océans, la couche glacée, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc tout le fuel qu'on a amené dans le satellite, et j'ai oublié de le dire, mais la moitié du satellite c'est du fuel, c'est-à-dire qu'on a un satellite qui fait 5 tonnes, mais la moitié c'est de l'essence, pour faire toutes les manœuvres dont j'ai parlé. Mais au bout d'un moment, il n'y aura plus d'essence dans le satellite, et il n'y a pas de station essence là-bas. Donc qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus d'essence? On ne peut plus contrôler la trajectoire, et donc la fin de la mission, en fait, ce sera un impact sur la Lune. Parce qu'au bout d'un moment, il y aura des orbites qui seront un peu chaotiques, on ne contrôle plus le satellite, et on impacte sur la Lune. Voilà. Ce sera la fin de la mission. Donc on sait que la fin de la mission, ce sera un impact, un crash sur la Lune de Ganymède. Donc ça c'est une image juste pour montrer les dernières orbites, et puis ce sera un crash. Alors, je ne sais pas si on pourra le voir depuis la Terre, mais en tout cas ce sera quelque chose, si on tient les délais, le calendrier, ce sera quelque chose en 2034. Non, mais il y a l'attraction gravitationnelle avec Jupiter qui n'est pas trop loin, et Ganymède, et ça perturbe les orbites. En fait, on pourrait trouver des orbites qui sont un petit peu stables, c'est-à-dire durer un petit peu plus longtemps que prévu, mais pour l'instant, ce n'est pas le type d'orbite qu'on a. Mais donc, quand on sera là-bas, si on a assez de fuel encore, on pourra toujours décider de se mettre sur une orbite qui est un peu stable, et éventuellement, on pourra durer quelques mois de plus. Mais ça, on verra quand on sera là-bas. Il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà, donc ça, c'était pour le profil de mission. Donc on a vu la science, on a vu le satellite, on a vu la trajectoire. Donc maintenant je voulais, comme la principale innovation de cette mission, c'est de mesurer les océans liquides qui est à l'intérieur de l'île, je vais parler plus, puis il y avait une question de Jean-Pierre, je vais plus parler de mais comment on fait, vous imaginez un satellite autour de l'île, comment on fait pour étudier l'eau liquide qui est à l'intérieur de la Lune. Donc si on avait une mission, si on était prêt et si on avait un budget illimité, ce serait le genre de mission qu'on ferait. Donc vous avez ici la Lune, la couche de glace qui fait plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur. Donc on envoie une sonde qui chauffe la glace et en fondant, on pénètre. Hop, on arrive à l'interface entre la glace et l'océan et on libère un petit sous-marin. Et voilà, ça c'est la mission, je dirais, idéale et qu'on fera peut-être dans 50 ou 100 ans. Je ne sais pas, mais faisons les choses étape par étape. Notez qu'il y a une compagnie à Nantes qui m'a contacté il y a quelques mois, qui travaille sur les sous-marins et qui veut en savoir plus sur les océans des lunes de Jupiter. Donc il y a déjà des gens qui réfléchissent à ce genre de sous-marins. Mais bon,
Pour moi, c'est encore un petit peu loin dans le futur, mais bon, ça, ce sera peut-être une mission dans quelques dizaines ou dans 100 ans, on verra bien. Donc nous, on a un satellite qui est autour, qui se met en orbite ou qui fait des survols des lunes. Et les distances les plus proches, c'est quelque chose comme 200 km ou 400 km. Donc on va jamais être, on va pas faire du vol plané, du rasemote. On va être quand même à une certaine distance de la Lune. Donc en étant loin de la Lune, comment on fait pour savoir ce qui se passe 200 km à l'intérieur de la Lune? Ça, c'est une question toujours qui me fascine. Et il y a plusieurs méthodes pour mesurer pour détecter l'eau liquide. La première méthode, c'est grâce au champ magnétique. Donc là, c'est une image que j'ai montrée tout à l'heure. Donc vous imaginez, il y a aussi un cœur de fer à l'intérieur de Ganymède. Donc il y a un champ magnétique. On est dans le champ magnétique de Jupiter et il y a de l'eau liquide. La particularité de cette eau liquide, c'est qu'elle n'est pas pure. Elle est salée. Si elle était pure, on ne pourrait pas utiliser les champs magnétiques pour mesurer cette eau. Mais comme il y a quelque chose, il y a des impuretés, il y a du sel. Donc cette eau liquide, elle conduit l'électricité. Et elle va changer un petit peu les propriétés magnétiques de la Lune, du fait que c'est un conducteur d'électricité. Donc si c'était de l'eau pure, on ne pourrait rien mesurer, mais si, comme c'est de l'eau salée, grâce aux perturbations du champ magnétique, avec un magnétomètre très sensible, on peut détecter la présence de liquide, même si on est à 200 km ou 400 km d'altitude. En fait, c'est comme ça, avec la sonde de la NASA Galileo, qui ont pu donner les premières indications qu'il y a de l'eau liquide à l'intérieur des lunes. Donc c'est une méthode très puissante, indirecte, mais qui marche. Et donc à bord de notre satellite, on va aussi avoir un magnétomètre qui cette fois est vraiment très sensible pour continuer à faire ces mesures. Et grâce à ces mesures, si on est en orbite autour de Ganymède, si on fait des mesures de champ magnétique pendant plusieurs mois, plusieurs jours, on peut aussi en déduire un peu la composition de cet océan, grâce aux mesures, et aussi on peut en déduire l'épaisseur de cet océan. Donc est-ce qu'il fait 50 km, est-ce qu'il fait 100 km, grâce aux mesures du champ magnétique. Donc en fait, mon idée, j'en ai discuté avec des collègues pas plus tard que ce matin, on avait un meeting sur le projet, et on s'est dit qu'on devrait faire, avant qu'on arrive, on devrait faire un pari, soit on ouvre ça à tous les scientifiques, soit on verra comment on fait, mais vous pariez que l'océan, il fait combien d'épaisseur sur Ganymède. Et donc après, on fera les mesures et on verra qui c'est qui a gagné le pari. Donc ça, j'ai discuté de ça ce matin avec des collègues. Donc ça, c'est la première méthode qui est très puissante et qui devrait donner des résultats intéressants. Il y a une autre méthode qui est aussi très puissante, et ça, on sera les premiers à le faire autour des lunes glacées de Jupiter, c'est grâce aux effets de marée. Donc vous connaissez les effets de marée, à cause du Soleil, à cause de la Lune, on a les marées. Oui, Jean-Pierre? Non, ça marche aussi sans champ magnétique de Ganymède. En fait, sur Ganymède, c'est compliqué parce qu'il y a aussi le champ magnétique de Ganymède, mais ça marche sur Europe et sur Callisto. Si sur Europe et sur Callisto, il y a... Voilà, en fait, c'est le champ de Jupiter qui est le moteur de ces changements. C'est assez compliqué. Donc les marées, on connaît les marées terrestres, ceux qui habitent près de la mer, bien évidemment. Et il y a des marées aussi, il y a des marées à chaque fois qu'il y a des planètes, des corps et des lunes. Donc ici, on a Jupiter et les 4 lunes de Galileo, donc de Galilée. Io, Europe, Ganymède, Callisto, donc chaque corps en fait attire chaque corps, donc Jupiter attire tous les autres, mais Callisto il est aussi attiré par Europe, Ganymède, Io, etc. Basé sur ça, il y a des marées sur chacun des satellites, mais il n'y a pas d'eau en surface. Donc quand je parle de marée, je parle de marée de la croûte. C'est aussi des marées, mais c'est la surface qui bouge. Donc sur Ganymède, si on prend l'exemple de Ganymède, parce que c'est Ganymède, c'est ce qu'on va étudier le plus pendant la mission. Donc Ganymède, et on va avoir des marées dues à Jupiter et dues aux autres corps. Et il y a des marées. Donc est-ce que vous avez une idée du déplacement de la surface de Ganymède dû aux interactions gravitationnelles qu'il y a ici? Est-ce que ça va bouger de combien?
Ah, c'est bien. Ça va bouger. S'il n'y avait pas d'océan, ça bougerait d'à peu près 1 mètre. Donc voilà, j'ai entendu la réponse. On aurait pu faire aussi un pari. Donc voilà, vous imaginez qu'il n'y a pas d'océan. La surface de Ganymède va bouger périodiquement de 1 mètre. Maintenant, s'il y a un océan, donc maintenant vous imaginez la croûte, la surface de Ganymède, qui est cette fois qui flotte au-dessus d'un océan liquide. Donc il y a la croûte de glace, 50 km en dessous, il y a de l'eau liquide. Est-ce que ça va bouger plus ou ça va bouger moins? Ça va bouger plus. Parce que la croûte n'est plus collée à ce qu'il y a à l'intérieur de la Lune. Elle flotte sur du liquide, donc ça va plus bouger. Donc cette fois, s'il y a du liquide, ça va bouger de 1 mètre, mais ça peut bouger jusqu'à 8-10 mètres. 8 à 10 mètres. En fait, c'est ce que ce graphe de scientifique montre. Ça, c'est la carte de Ganymède. Donc, si vous avez toute là, c'est l'équateur, le pôle nord et le pôle sud. Et ça, c'est l'amplitude des marées, donc en mètres. Et donc, à l'équateur, ça peut aller jusqu'à 6-8 mètres. Bon, après, il y a des zones où c'est 0. Hein. Donc après, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Donc, ça veut dire que si on est capable de mesurer la variation d'altitude de la surface d'une Lune, on peut en déduire s'il y a un océan ou pas. Et comment on en déduit l'altitude d'une surface? Avec un laser altimètre. C'est pour ça qu'on a un laser altimètre. Donc, en fait, le laser altimètre, quand on est autour de Ganymède, il va lancer ses pulses laser tout le temps, de manière répétée, et il faut passer au-dessus d'une même surface plusieurs fois pour voir si la surface bouge, et notamment à l'équateur, c'est là où on a le plus de chances de voir des variations importantes, on va regarder toutes les surfaces. Et donc ça, c'est une méthode très puissante pour savoir s'il y a du liquide, et cette méthode nous donne aussi la distance, la profondeur de l'océan. C'est-à-dire qu'on va savoir si c'est à 30 km, 40 km ou 50 km. Donc le magnétomètre va nous donner l'épaisseur de l'océan et l'altimètre va nous dire où il est sous la surface. Donc vous voyez qu'il faut toujours avoir plus de mesures possibles pour essayer, même si elles sont toutes indirectes, pour essayer d'en savoir plus. Donc ça, c'est les deux méthodes les plus, je dirais, les plus importantes pour la mission. Là, il y a une méthode assez particulière. C'est dû aux aurores boréales. Donc là, pour le coup, c'est grâce au champ magnétique interne de Ganymède qu'on peut faire ce genre de mesure. Donc je vous ai dit, il y a un champ magnétique à l'intérieur de Ganymède, donc il y a des aurores. Jusque-là, tout le monde est à peu près d'accord. Maintenant, vous imaginez qu'à l'intérieur, il y a le liquide qui perturbe le champ magnétique. Je vous ai dit que le liquide qui est salé, il perturbe le champ magnétique. Donc du coup, il va aussi perturber la position de ces aurores, si vous me suivez toujours. Et donc si on mesure la position de ces aurores en fonction du temps, ça peut nous donner une indication sur le champ magnétique dû à l'océan, et donc ça nous donne une indication sur l'océan aussi. C'est assez... Là, on arrive un peu au niveau physique, c'est assez compliqué. Mais en fait, c'est sur ce schéma ici. En fait, si on regarde la position des aurores, qui sont ici, les aurores, en fait, oscillent. L'anneau auroral, il va osciller avec le temps. Et cette oscillation va dépendre s'il y a un océan ou pas. S'il n'y a pas d'océan, les aurores vont bouger de 6 degrés. Vous imaginez un petit angle de 6 degrés. Et s'il y a un océan, la variation sera très faible, plutôt de 2 degrés. Ça, c'est des résultats de modèles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça peut être revu après par les scientifiques. Mais disons que si on mesure la position de ces aurores et si on regarde comment elles oscillent avec le temps, donc si des fois elles sont ici, si des fois elles sont là, etc., on peut aussi en déduire la présence d'un océan. Donc là, au niveau physique, c'est assez compliqué parce que c'est à la frontière entre la physique des particules, des aurores et des océans. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait encore, mais on va essayer de le faire avec la mission. J'ai parlé des geysers sur Europe. Donc en fait, parce qu'ils ont été vus, ils ont été vus aussi sur la lune de Saturne qui s'appelle Encelade. Vous avez dû voir ce genre de résultat. En fait, c'est de l'eau qui vient de l'intérieur des lunes et qui est expulsée, parce qu'il y a des failles dans les lunes. Et l'eau est en contact avec la surface et après est expulsée dans l'espace et ça forme ce genre de geyser.
Donc sur Europe, on pense qu'il y en a. Sur Ganymède, on n'en a jamais vu, mais c'est pas exclu. Donc si avec un satellite, on passe à l'intérieur de ces geysers, bon ici, on dirait que c'est un geyser qui fait quelques mètres de haut, mais en fait, on pense que ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres de haut. Alors, vous imaginez un geyser. Et sur le satellite qui fait un survol, si on passe dedans, et si on peut mesurer ou observer des particules de ce geyser, on peut en déduire ce qu'il y a sous la surface. Parce que le geyser, il vient de sous la surface. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose, il faut qu'il y ait un geyser, bien sûr, et il faut que le satellite il passe dans le geyser. Donc ça fait plusieurs si, mais on verra ce qu'on fait avec la mission. Alors, j'arrive bientôt à la fin, donc je voulais vous parler de quelque chose qui est assez compliqué pour le projet actuellement. C'est donc on part en 2022, mais est-ce qu'on part avec une Ariane 5 ou une Ariane 6? Donc pour ceux qui s'intéressent aux lanceurs, en fait c'est un problème pour nous parce que 2022 c'est à peu près la période où on passe de Ariane 5 à Ariane 6. C'est l'Agence spatiale européenne avec les compagnies qui fabriquent les lanceurs qui ont décidé de ce calendrier. Bon, déjà ils ont décidé de passer de Ariane 5 à Ariane 6. Mais nous, on a défini notre mission pour Ariane 5 et on n'a pas du tout envie de partir sur Ariane 6. Parce que si vous vous rappelez du premier lancement d'Ariane 5, si vous vous souvenez de ce qui s'est passé, ça a explosé. Parce que les premiers lancements, ils ne sont pas toujours fiables. On peut avoir des problèmes avec les premiers lancements. Et le premier lancement d'Ariane 5 a été une catastrophe pour une mission scientifique. Donc on n'a pas du tout envie de faire les premiers lancements d'Ariane 6. Et en plus, nous, on fait le design de notre satellite pour Ariane 5, et puis on connaît les performances de ce lanceur. Donc en ce moment, il y a des discussions qui, on espère quand même lancer avec Ariane 5, mais on verra ce qui se passe. En tout cas, si on lance dans les temps, ce sera d'accord, ce sera bien, mais si on est décalé à cause de délais techniques ou quoi que ce soit, au bout d'un moment, Ariane 5 ne sera plus fabriquée, donc il faudra bien partir avec Ariane 6. Donc voilà, ça c'est juste, je voulais vous mentionner ce problème qu'on a actuellement. Et pour se résumer en fait tous les challenges de la mission, parce que c'est une mission assez compliquée, j'espère que vous l'avez quand même compris. Je voulais faire un résumé de tous les problèmes auxquels on doit faire face. C'est intéressant de toute façon d'avoir des problèmes. Au niveau technique, en fait, la durée du projet, vous avez vu, c'est des projets qui durent... le satellite doit aller 10-15 ans dans l'espace, donc il faut construire un satellite qui tienne. Donc ça, c'est un problème technique, il faut choisir des composants qui tiennent la durée, qui tiennent aux radiations, etc. On a le problème des radiations, parce que Jupiter, c'est une planète avec plein de radiations. Donc il ne faut pas aller trop près, mais il y a des radiations partout, donc il faut qu'on mette du blindage. Sur nos satellites, on a plus de 100 kg de blindage. Tous les instruments, il faut qu'ils soient blindés. Donc ça rajoute de la masse, donc c'est aussi compliqué. Au niveau thermique, j'en ai parlé un tout petit peu. On va avoir soit du froid pendant la mission Jupiter, mais un petit peu de chaud quand on passe vers Vénus. Donc on a un petit peu de tout, donc il faut fabriquer un satellite qui peut à chaque fois tenir compte de ces deux problèmes. La puissance à bord, on a des panneaux solaires qui font presque 100 mètres carrés, mais on est quand même loin du soleil. Et donc on a une puissance limitée. On a quelque chose comme on a quelque chose comme 900 watts. Donc si par exemple on brancherait notre sèche-cheveux sur le satellite, il y a un court-circuit, ça ne marche plus. Donc 900 watts, on doit faire marcher tout le satellite, tous les instruments. Donc c'est aussi un problème qu'il faut tenir compte. Donc il faut vraiment... Quand on fabrique des instruments, il faut qu'ils soient qu'ils consomment le moins possible. Et on a aussi quelque chose, là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut aussi que le satellite soit propre au niveau électromagnétique, parce qu'on veut mesurer le champ magnétique des lunes, mais on ne veut pas mesurer le champ magnétique du satellite. Celui-là, on s'en fiche complètement. Mais c'est quand même un problème, parce que chaque satellite produit son propre champ magnétique, parce que vous avez vu une photo où je vous ai montré tous les câbles. Chaque câble produit un petit champ magnétique. Donc si on prend un magnétomètre, on n'a pas envie de mesurer les champs magnétiques du câble A, B, C. Ça ne nous intéresse pas trop. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un satellite assez propre au niveau électromagnétique. Et ça, c'est assez compliqué à construire. Au niveau opérationnel, on a la navigation. Je pense que je vous l'ai montré avec tous les survols.
des lunes, on a du fuel, on a de l'essence pour faire des manœuvres, on a plein de manœuvres pendant toute la mission. Donc au niveau navigation, c'est assez compliqué. Au niveau protection planétaire, j'en ai pas parlé, mais c'est un problème qu'on a dans toutes les missions planétaires. Il y a un bureau qui s'appelle protection planétaire qui nous interdit de faire beaucoup de choses. Par exemple, on n'a pas le droit d'atterrir sur Mars en collision avec la planète Mars pour protéger une éventuelle trace de vie qu'on pourrait trouver plus tard. On ne veut pas contaminer les autres planètes, donc comme il y aura toujours des bactéries sur le satellite, il ne faut pas rentrer en contact avec une autre planète. Pour le satellite Europe, qui est le plus intéressant au niveau astrobiologie, il faut absolument pas rencontrer Europe, il ne faut pas se cracher dessus. Et tout ça, il faut le prouver. Et pourtant, vous dites qu'à la fin de la mission, on aura un impact sur Ganymède. Oui, parce qu'il y a certains corps qui sont plus protégés que d'autres au niveau protection planétaire. Si, on pourrait. En fait, le mieux, ce serait, comme les autres missions, comme la mission Cassini l'a fait, ce serait de plonger dans la planète géante. Ça, ce serait bien, mais le problème, c'est que quand on se met en orbite autour de Ganymède, on est bloqué. On ne peut plus ressortir. Ce serait une bonne question, c'est vraiment ce qu'il faudrait faire, mais on utilise tellement d'essence pour se mettre en orbite autour de Ganymède que quand on n'en a plus, on est coincé là. Mais pour répondre à la question de monsieur, en fait, on pourrait, quand on n'a pas le droit d'avoir un impact sur Europe, parce que l'Europe c'est un des corps les plus protégés du système solaire au niveau exobiologie, Ganymède, c'est pas aussi protégé qu'Europe. Il y a plusieurs classifications. Et donc pour Ganymède, on a le droit de scratcher à la fin. Donc ça, c'est une bonne question qui nous prend pas mal d'efforts et de réflexion. Ensuite, au niveau opérationnel, on n'a pas beaucoup de puissance, et aussi au niveau des volumes de données qu'on doit rapatrier sur la Terre, les images, on est aussi loin de la Terre, donc on est aussi limité, on n'a pas une puissance illimitée, on ne peut pas rapatrier toutes les images que l'on voudrait. Donc il faut aussi qu'on discute avec les équipes instrumentales. On a 10 instruments, il faut aussi partager la bande passante, on va dire. Donc ça, c'est aussi des discussions qu'on a, c'est assez compliqué. Au niveau programmatique, actuellement, c'est est-ce qu'on va prendre Ariane 5 ou Ariane 6, donc ça, je viens d'en parler. Et aussi quelque chose d'important sur ces projets de longue durée, l'aspect humain, les relations entre les différentes personnes, ça a aussi un impact très important. Et l'information qui doit perdurer jusqu'à la fin du projet, c'est aussi des aspects qui sont aussi importants dans des missions planétaires, aussi importants que les aspects techniques, opérationnels ou programmatiques. Donc juste un petit point avant que je finisse sur l'après-JUICE, parce qu'en fait, dès qu'on fait une mission, on est déjà en train de réfléchir à la suite. On ne s'arrête jamais en science, c'est ça qui est bien. Donc là, nous, notre mission, donc on a fait Saturne avec Cassini-15, on prépare Jupiter, mais on commence déjà à réfléchir à une mission vers Uranus et Neptune. Comme c'est actuel, je voulais vous en parler, juste pour votre information, c'est vraiment les prémices. Il n'y a encore rien décidé. On aimerait éventuellement collaborer avec la NASA qui aussi voudrait éventuellement faire une mission vers Uranus ou vers Neptune. Donc actuellement, on fait des études très préliminaires sur quel genre de mission on pourra envoyer vers une de ces planètes ou vers les deux. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on réfléchit en ce moment. Et si on fait une mission de ce type, vous imaginez que les temps sont aussi très longs. Donc là, on réfléchit à des missions vers Neptune qui arrivent en 2044. Ou Uranus en 2041, donc c'est un peu le genre de calendrier qu'on a en tête. Mais bon, on y réfléchit en ce moment. Et donc pour conclure, en fait, j'espère qu'on prendra ce genre de photos, donc avec les glaces d'Europe ou de Ganymède avec Jupiter dans le fond. Et surtout, le plus important, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est vraiment, on est intéressé par la surface bien sûr, mais surtout ce qu'il y a sous la surface qu'on ne voit pas. Parce que s'il y a plus d'eau à l'intérieur de ces lunes que sur la Terre, c'est vraiment très intéressant pour l'astrobiologie. Ça ne veut pas dire qu'il y a des formes de vie, bien que ce ne soit pas exclu. En fait, s'il y a de la vie dans le système solaire, moi je parierais que c'est plutôt dans ce genre d'endroit. Mais au moins, avec la mission, on va essayer d'en comprendre plus les conditions. Est-ce qu'il y a de l'eau liquide? Quelle est la composition? Est-ce qu'elle est loin? Quel est le rôle de bombardement de toutes les particules énergétiques qui bombardent la surface? Donc on sait que la surface est inhabitable, ça c'est sûr. Mais 10 km sur la surface, est-ce que c'est des endroits intéressants? Et tout ce genre de questions, c'est intéressant pour l'évolution du système solaire, et pour la vie, et puis pour nous en général. Donc voilà, je vais finir là-dessus.
Oui, je voulais justement juste vous poser une question sur Uranus-Neptune, mais là il faudrait du nucléaire, parce que les panneaux solaires, ils ne marchent plus. Oui, donc comme ce sera avec la NASA, en fait, la NASA fournirait la puissance nucléaire. Voilà. En Europe, on n'est pas encore prêt à lancer une mission à base de nucléaire pour la puissance. Bah, je crois que aussi on n'a pas le droit, non, enfin, il me semble des choses comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Encore une avant que je vous fasse la parole. Vous avez dit que les marées sur Ganymède, c'est 8 à 10 mètres. C'est pas négligeable. Est-ce que ça casse la croûte? Bah, ça pourrait. Excusez-moi, il n'y a pas de jeu de mots là, non. Il est 9h, c'est vrai qu'on a envie de faire. Ça va? Allô? Oui. Et puis comment ça. En fait, bon, ça casse pas la croûte, mais ça peut engendrer des formations et des formations géologiques qu'on pourrait voir avec les images. Tout à fait. Alors, question. Question, est-ce que vous pouvez bien voir à cette distance, dans l'espace et dans le temps? Donc tout est dans le programme, et vous recevez après les images. Est-ce que vous pouvez contrôler quelque chose? En fait, le temps-lumière entre la Terre et Jupiter n'est pas si long que ça. C'est quelque chose comme 1 heure, 1 heure et demie. Ça marche. Mais même si c'est pas très long, on ne peut pas commander en temps réel le satellite. Donc tout se fait à partir de commandes que le satellite exécute. Et ensuite, les données sont envoyées sur la Terre et on regarde ce qui se passe. On n'est pas avec un joystick pour commander en temps réel. Est-ce qu'on va à droite ou à gauche d'une lune? Tout est précommandé. Et à chaque fois, on vérifie la position du satellite. Et on regarde s'il est à la bonne position. Et si c'est la bonne position, on est content. S'il n'est pas la bonne position, on prévoit une autre manœuvre pour le remettre sur la bonne trajectoire. Donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Autre question? Tu as dit qu'il y a des geysers sur Europe. Hein, est-ce que ces geysers, ça sort par les rayures que l'on voit sur Europe, un peu comme pour Encelade? Ou est-ce qu'on ne sait pas? Pour Encelade, en fait, là, ça c'est clair, on voit les rayures. Oui, on voit les rayures. Sur Europe, c'est pas encore très clair. C'est pas clair, d'accord. Question. Il y a des questions là-haut? Parlez fort. Oui, merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment très intéressant. Moi j'avais une question au niveau des matériaux utilisés. Est-ce qu'il y a une innovation particulière d'une condition extrême dans l'électromagnétique ou les températures qui vont être utilisées sur la construction de satellites? Non, en fait, il n'y a pas de. Les matériaux les plus innovateurs, c'est pour les cellules solaires. En fait, il y a un programme qui a été développé pour trouver les meilleures cellules qui peuvent résister aux conditions autour de Jupiter. Donc c'est ce qui a été le plus innovateur. Pour le reste, je dirais que c'est un satellite assez classique. Par contre, il faut beaucoup de plomb ou d'aluminium pour blinder contre les radiations. C'est ça le plus compliqué. Les cellules solaires, ça semble être quelque chose de vraiment super dans les sondes parce que là, elles doivent résister au froid. Et rappelez-vous la mission Parker Solar Probe qui s'approche du Soleil, qui doit résister à des températures extraordinaires. Donc c'est quand même un élément super, les cellules solaires, et indispensable. Question, j'ai vu des bras qui se levaient. Dis, attends. Alors une question technique. Jean-Pierre Martin a fait un article sur le JWST et si j'ai bien compris, nos amis de la NASA testent le JWST donc pendant quelques années dans une cuve qui date de l'époque d'Apollo. Alors question, est-ce qu'à l'ESTEC on utilise des vieilleries ou est-ce qu'on a des cuves récentes? Vous m'entendez là?
Bon, c'est plutôt un commentaire. Oui. En fait, à la NASA, il y a des vieilleries, mais c'est parce qu'ils sont là depuis longtemps. Et à l'Ostec, on a moins de vieilleries parce qu'on est plus jeunes qu'eux, donc nos vieilleries, elles ont une vingtaine d'années. Et voilà. On n'a pas besoin de vieilleries pour tester nos nouveaux satellites. J'ai entendu une question de ma famille d'ailleurs sur pourquoi on sait que c'est salé. C'est avec les données du magnétomètre. Parce que si l'océan n'était pas salé, il ne conduirait pas l'électricité. Et donc il ne ferait pas de perturbation électromagnétique dans la mesure du champ magnétique. Et voilà, c'est comme ça qu'on sait. Comme on a vu des perturbations qui sont dues à un conducteur d'électricité, on a dit que c'est un liquide, il faut que ça bouge, donc c'est un liquide. Le liquide le plus évident, c'est de l'eau. Et après, il faut qu'il conduise l'électricité, donc le plus évident, c'est du sel. Mais c'est vraiment indirect. Mais c'est ce qui est le plus simple à expliquer les mesures. Voilà. Mais sinon, il faut qu'il y ait un liquide qui conduise l'électricité. C'est ça la base. Et on pense que c'est de l'eau salée. Il y a une question là-haut. Vous avez décrit la trajectoire avec tous les survols, tout ça, ce qui est une technique effectivement classique sur son principe. Dans la mesure où la mission est très longue, est-ce que vous avez une marge de manœuvre, c'est à dire, pour rattraper si jamais il y a un retard dans le lancement, ou est-ce que vous avez des fenêtres vraiment très serrées? Parce que quand vous avez toute une série de survols à faire coordonner, disons, est-ce qu'il y a un risque que la mission devienne impossible si jamais il y a un retard trop grand? Ou est-ce qu'on peut à chaque fois recalculer une alternative, un plan B, un plan C, etc. Oui, on a un plan B. En fait, là, avec le profil de mission, si on veut partir entre 2022 et 2025, par exemple, on a calculé que chaque année, on a 2 ou 3 fenêtres de lancement. Et chaque fenêtre, c'est à peu près 15 jours. Mais on n'a pas pu... Et chaque fenêtre est un peu différente. Même si les fenêtres de lancement, des fois, on n'a pas assez de place pour lancer. Enfin, chaque fenêtre n'est pas la même. Donc là, la fenêtre de mai 2022, c'est vraiment la meilleure si on considère les 3 années à suivre. Mais après, on a un plan B qui est en août 2023. Et là, on a vu qu'on peut lancer aussi la sonde. Le problème, c'est qu'au lieu de faire 7 ans et demi de trajet entre la Terre et Jupiter, si on lance en août 2023, ça va durer 2 ans de plus, la croisière. Et à chaque créneau, c'est différent. Des fois, ça prend 1 an de plus, des fois 2 ans de plus. Ça va s'approcher pour vous. Donc c'est un petit peu délicat. Mais en fait, on a un plan B, je dirais qu'on a un plan B tous les ans. Voilà. Et chaque plan B n'est pas identique et notre plan A, c'est vraiment le meilleur. Il y a encore une question là-haut. Et justement, à propos du lancement, est-ce que ça ne serait pas mieux justement de partir avec Ariane 6 pour avoir plus de puissance et arriver plus vite sur Jupiter? Le problème, c'est qu'on ne connaît pas encore bien les performances d'Ariane 6, parce qu'elle n'est pas encore construite. Mais a priori, d'après le cahier des charges, les performances d'Ariane 6 seront à peu près les mêmes qu'Ariane 5. Donc en fait, ce n'est pas un gros avantage de lancer sur Ariane 6. Les problèmes qu'on voit pour le moment, c'est que comme ce sera le début des lancements, on ne connaît pas trop encore les performances. Si je veux donner un point positif à lancer sur Ariane 6, c'est que le but d'Ariane 6, c'est de faire des lanceurs moins chers. Donc si on lance sur Ariane 6, on va économiser un petit peu d'argent. Mais c'est le seul avantage pour le moment. Allez, encore 2 questions. Monsieur. Oui, bonsoir et merci pour votre conférence. Est-ce qu'il est possible, parce que vous n'en avez pas parlé, d'envisager, je dirais en théorie, une mesure, même indirecte, de traces de vie par spectrométrie, ou est-ce que des structures, je ne sais pas, est-ce que la question a été discutée et pourquoi vous n'en avez pas parlé? Est-ce que c'est pas envisageable ou est-ce qu'il y a des choses envisageables? Bon, traces de vie, donc j'ai été assez prudent, parce que c'est pas le but de la mission. Ici, après, on dit que le conférencier de ce soir a dit qu'on a découvert de la vie sur les monts glacés, sur Twitter et les réseaux sociaux. Ma carrière est finie. Donc, j'espère que vous avez confirmé que je n'ai pas dit ça. Mais ceci dit, pour répondre à votre question,
Donc on ne va pas chercher les traces de vie, on va chercher tout ce qui est utile à comprendre l'astrobiologie des lunes de Jupiter. Et notamment sur Europe, ce que j'ai montré là, la couleur orange, c'est peut-être des molécules organiques qui sont à la surface. En fait, on n'a pas encore vraiment compris la composition de ces parties orangées. On ne sait pas trop. Donc on a un spectromètre qui s'appelle un spectromètre visible infrarouge, donc qui regarde la lumière en temps visible et infrarouge. Et les bandes d'absorption vont nous donner des informations sur la composition de ces ingrédients. Donc il peut très bien y avoir des informations très intéressantes au niveau organique sur la surface de l'Europe et sur les autres lunes. Et donc qui dit molécules organiques, c'est toujours un lien avec l'astrobiologie. Mais on ne va pas rechercher les traces de vie telles qu'elles. Allez. Oui, bonsoir. Une dernière question. J'ai à peu près la même question, avec une idée. Est-ce que, par exemple, le satellite pourrait passer au niveau du geyser et attraper une molécule d'eau comme ça et l'analyser? Ça, c'est tout à fait possible. Le problème, c'est que le geyser, pour l'instant, ça a été vu depuis le sol, donc c'est des mesures encore pas très claires, mais on pense qu'il est là. On pense qu'il va jusqu'à 400 km d'altitude. Nos survols d'Europe se font justement à 400 km d'altitude, donc on est un petit peu juste en altitude. Et pour l'instant, la trajectoire ne passe pas exactement dans le geyser. Donc pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Après, quand on envoiera la mission et si on a plus d'informations sur ces geysers, éventuellement, en fonction du profil de mission, on pourra éventuellement changer un petit peu la trajectoire pour être sûr de passer soit dans le geyser, soit le plus près possible. Mais on a montré aussi que s'il y avait un geyser, après les particules, donc dans le geyser, il y a des molécules d'eau et autres molécules. On a vu qu'avec l'atmosphère autour de la Lune, elles vont un petit peu partout autour de la Lune. Elles ne se limitent pas au geyser proprement dit. Donc même si avec un survol, on ne passe pas exactement dans le geyser, on pense que même avec le spectromètre de masse et le capteur de particules, on pourra quand même mesurer des choses intéressantes qui viennent du geyser, même si on ne passe pas exactement au-dessus. Ok, merci. Alors, moi je pose la dernière question, la question qui fâche. On est un peu en compétition avec nos amis américains. Europa Clipper, il paraît que les Américains, ils veulent arriver avant nous sur Jupiter. Donc il y a un petit challenge là. Ouais, vous voulez dire quelque chose là-dessus? On est filmé là ou... Non, on n'est pas en direct. Arrête la caméra. Non, mais il y a toujours une petite compétition avec